Bonjour. Indiana Jones et le cadran de la destinée est maintenant dans les salles, et le film contient toutes sortes de trésors cachés sous la forme d'easter eggs faisant référence à toute la franchise. Dans cette idée, voici les easter eggs, références et détails, et c'est juste après ça. Servant de chapitre final pour l'archéologue aventurier, le film offre une dernière aventure au docteur Henry Jones Jr., tout en offrant un grand nombre de références à toute l'histoire d'Indy. En tant que tel, il y a une forte dose de nostalgie alors qu'il se lance dans une toute nouvelle aventure, l'aboutissement de toute sa carrière. Bien que le film provienne de Disney et du réalisateur James Mangold, par opposition à Paramount et Steven Spielberg, le cinquième Indiana Jones puise toujours dans les thèmes classiques de la franchise, tout en embrassant l'héritage bien aimé laissé par les films précédents. Cela aide également que John Williams fournisse à nouveau le thème emblématique aux côtés d'une toute nouvelle bande-son. En tant que tel, une grande partie de cet héritage se présente sous la forme d'easter eggs et de références cachées remontant à tous les films Indiana Jones. Et on commence doucement avec les polices d'écriture. Bien qu'il n'y ait pas de transition classique de Paramount Mountain passant à un plan dans le film lui-même, comme on le voit dans les films précédents d'Indiana Jones, la police du titre est cohérente avec les 4 films précédents. Enchaînons sur le premier artefact. Cherchant à récupérer la lance de Longinus des nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il semblait qu'Indy allait récupérer un autre artefact d'importance religieuse au début du film. Considérée comme la lame qui a percé le côté du Christ, la lance était autant convoitée par Hitler que le Saint Graal selon l'histoire réelle, et la lame a été récupérée de la forteresse de Nuremberg le jour où Hitler s'est suicidé. Cependant, celle transportée par les nazis et trouvée par Indy et Basil Shaw s'est révélée être une fausse. Et on passe au clin d'œil du MCU. Dans la séquence de flashback de la Seconde Guerre mondiale, Thomas Kretschmann incarne le colonel Weber, qui a été chargé du train de pillage rempli de trésors volés par les nazis tout au long de la guerre. Avec humour, Kretschmann a également joué le baron Wolfgang von Stracker dans le MCU, qui était un leader majeur d'Hydra, tandis que Toby Jones, de Basil Shaw, jouait Armin Zola, une autre figure clé de la division scientifique nazie de Marvel. En tant que tel, il faut se demander si Kretschmann et Jones se sont offert un petit Heil Hydra lors du tournage du film. Indy se déguise. Bien qu'il ait été capturé, Indy, rajeuni, porte l'uniforme d'un officier nazi, vraisemblablement pour se faufiler derrière les lignes ennemies pour trouver la lance. Cependant, le déguisement est toujours utile une fois qu'il s'est échappé et est montré à bord du train de pillage pour sauver Basil, reflétant à la fois les aventuriers de l'Arche perdue et la dernière croisade, où Indy s'est déguisé en portant un uniforme nazi. Faire semblant de ressembler à l'ennemi est une tactique éprouvée, et même Han Solo l'a utilisé dans Star Wars déguisé en Stormtrooper. Et on passe au cri. Un effet sonore classique entendu dans d'innombrables films, le cri de Willem a été présenté dans plusieurs films, y compris les franchises Star Wars et Indiana Jones de Lucasfilm, notamment entendu plus d'une fois dans Le Temple Maudit. Dans ce 5e film, le cri de Willem se fait entendre à bord du train de pillage quand Indy jette l'un des soldats nazis sur le côté. Continuons sur la famille d'Indy. Sautant dans une autre époque, en 1969, Indiana a 70 ans. Maintenant professeur d'archéologie à New York, il est révélé que Jones vit seul, bien qu'il ait finalement épousé Marion à la fin du précédent film. En conséquence, les papiers de divorce sont vus sur le comptoir de la cuisine, juste avant qu'Indy ne couvre la photo de Marion sur son réfrigérateur avec un aimant. Il y a aussi des photos du père et du fils d'Indiana qui peuvent être vues sur son bureau. Maintenant, Archimède. Au-delà de l'appareil principal créé par Archimède connu sous le nom d'Antikythera, ou cadran du destin, Indiana Jones fait référence à d'autres appareils créés par le mathématicien et inventeur dans la Grèce antique lors d'une conférence universitaire. Cela inclut la griffe de fer et le rayon de chaleur littéral créé par l'ingénieur, en utilisant des miroirs réfléchissants pour défendre Syracuse contre l'invasion des soldats romains en 212 avant Jésus-Christ. Parlons un peu du méchant. 1969 révèle également que le physicien nazi Jürgen Wohler est devenu professeur à l'université de l'Alabama, travaillant pour la NASA dans le cadre de l'opération Paperclip, où des scientifiques nazis ont été recrutés par le gouvernement des États-Unis pour aider à la mission lunaire. Il est révélé que Wohler a participé directement à la construction de la fusée V2. Cependant, son véritable objectif était toujours d'obtenir le cadran pour corriger les erreurs d'Hitler.
Ce qui nous amène au Saint Graal. Quand Indy est approchée pour la première fois par sa filleule Helena Shaw, elle affirme qu'elle est diplômée en archéologie et cherche le cadran, le même appareil dont son père était obsédé. Cela reflète le passé d'Indiana et son père Henry Jones Sr., qui était obsédé par le Saint Graal, comme on le voit dans la dernière croisade. Et on passe à une réplique célèbre. Avec Indy ayant la moitié du cadran que lui et Basil ont récupéré des nazis, les véritables objectifs d'Helena sont révélés lorsqu'elle prend le cadran pour elle, tout en étant poursuivie par la CIA qui travaille avec voleurs. Échappant à la capture, l'agent Mason déplore à quel point ils étaient proches d'obtenir le cadran. Elle dit même « il était là, elle l'avait dans sa main ». Cela pourrait très bien être une référence à une phrase d'Indy au début des Aventuriers de l'Arche perdue, après que Belloc ait volé l'idole de fertilité. « Je l'avais, Marcus, c'était dans ma main », a-t-il dit. Parlons un peu de la Lune. Au cours de la poursuite dans les rues de New York, Indy chevauche un cheval de police lors d'un défilé célébrant l'alunissage. En tant que tel, il passe juste à côté des astronautes historiques Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Revenons sur la famille d'Indy. Au lendemain de la poursuite à New York, Indy entend un reportage sur l'incident où il est mentionné que le fils d'Indiana Mutt, alias Henry Jones III, est décédé. Plus tard, il est confirmé que son fils est enrôlé dans l'armée et a été tué au combat. En tant que tel, le chagrin qui en a résulté pour Marion et Indy a conduit à leur divorce. C'est certainement une façon tragique d'expliquer l'absence de Shia LaBeouf. Autre point, elle ne veut pas me parler. Pendant la scène où Salah arrive pour aider Indy à quitter New York, Jones commente que Marion ne veut plus lui parler. Cela reflète les commentaires de Han Solo sur Leia dans Le Réveil de la Force, qui fait partie d'un arc très similaire où Han et Leia ont passé du temps séparés à la suite de la corruption de leur fils du côté obscur de la Force, Kylo Ren. Autre réplique culte. Dans la majorité du film, Indy et Helena sont dans une impasse car Jones ne peut pas tolérer la vie d'Helena en tant que voleuse qui voulait initialement vendre le cadran au plus offrant. Naturellement, cela met en avant la réplique célèbre d'Indy « ça appartient à un musée », entendu pour la première fois dans la dernière croisade, et il le dit également au père d'Helena dans un flashback lorsque Basil a voulu détruire le cadran. Parlons sidekick. Bien que Ke Huy Quan ne fasse pas une apparition dans le dernier film en tant que 2001, l'héritage de celui-ci perdure avec Teddy. Révélé être l'acolyte d'Helena, Teddy a apparemment tenté de voler Shaw quand il avait 10 ans et les deux étaient ensemble depuis, ressemblant à la façon dont Indy et 2001 se sont rencontrés comme cela a été révélé dans le Temple Maudit. De même, la première scène majeure de Teddy le voit fournir un tuk-tuk au Maroc, un peu comme 2001 étant le chauffeur d'Indy à Shanghai. Helena appelle Indy bizarrement. Lors de la tentative infructueuse d'Helena de vendre aux enchères la moitié du cadran, elle l'appelle Jonesy lorsqu'il plante la fête. Le seul autre personnage de la franchise Indiana Jones qui a appelé Indy Jonesy était Mac, l'ami espion de Jones, devenu voleur dans le 4e film. Maintenant, évoquons l'inversion de scène. Tentant d'être intimidant en faisant claquer son fouet lors de leur vente aux enchères, tout le groupe présente une arme sur Indy en réponse. C'est l'inversion parfaite de la scène classique quand Indy a simplement tiré avec son arme sur l'épéiste arrogant qui montrait ses compétences, ce que Ford a improvisé comme il était malade ce jour-là lors de la production. Maintenant, la montre de son père. Suite à la poursuite en voiture au Maroc avec des tuk-tuk, Indy doit réclamer sa montre que Teddy vole habilement à la tire sans qu'il s'en aperçoive. Indy révèle également que la montre appartenait à son père, Henry Jones Sr. Ce qui nous amène sur les classiques. Voler dans un avion Pan Am comme dans la dernière croisade, tout en voyageant en bateau et en train pour trouver l'autre moitié du cadran, toutes les séquences de voyage du film honorent l'héritage des films passés, montrant les cartes et les itinéraires avec la fameuse ligne rouge. C'est un incontournable de la franchise Indiana Jones qui aurait été décevant s'il avait été omis. Et on revient sur Han Solo. Alors qu'Indiana parle à Helena de tout ce qu'il a vu et vécu dans sa vie, de savoir si le cadran a réellement du pouvoir, Jones partage un peu de dialogue qui est terriblement familier, car cela ressemble beaucoup au point de vue de Han Solo sur ce qu'il est venu à croire après tout ce qu'il a vu dans la galaxie. Maintenant, les anguilles. Comme on le voit quand Indy et Helena plongent pour récupérer le Graphicos, Jones est attaqué par plusieurs anguilles. Avec humour, Indy a refusé d'entendre le commentaire de Teddy selon lesquels les anguilles ressemblaient à de gros serpents, la phobie classique d'Indiana Jones des films précédents. Ce qui nous amène au Temple Maudit. Alors qu'Indiana et Helena grimpent pour entrer dans la tombe d'Archimède à l'intérieur de l'oreille de Dionysos, Indy doit naturellement faire une pause. Indy prend alors le temps de faire référence à toutes les blessures et balles qu'il a reçues, y compris le fait de devoir boire le sang de Kali et le vaudou auquel il a été soumis dans le Temple Maudit. Revenons sur Voleur.
Voulant qu'Indy assiste à son triomphe avec le cadran, Voleur tente de se comparer à Jones en affirmant que le monde n'a plus de place pour aucun d'eux. Ceci est très similaire au rival d'Indy, René Belloc, croyant que lui et Indiana sont faits de la même chose, malgré sa méchanceté, voyant Indy comme un adversaire vraiment digne. Histoire légendaire. Sécurisant les deux moitiés du cadran après avoir tiré sur Indiana, Jones devine à juste titre que Voleur veut utiliser celui-ci pour remonter le temps et s'assurer que les nazis gagnent la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il suppose que Voleur voudrait tuer quelqu'un comme Churchill ou Eisenhower. Au lieu de cela, Voleur veut tuer Hitler lui-même, croyant qu'il pourrait aider les nazis à éviter toutes les erreurs qu'Hitler a commises après avoir allumé les feux de guerre. En tant que tel, il s'agit d'un renversement intrigant du trope classique du voyage dans le temps avec l'idée que tuer Hitler améliorerait la chronologie. Maintenant, le Millennium Falcon. Alors que Voleur et Indiana entrent dans la fissure temporelle, l'avion nazi sur lequel ils se trouvent cale avec une panne de moteur. En conséquence, un effet sonore classique de Lucasfilm est entendu, le plus célèbre étant utilisé dans Star Wars avec l'hyperespace défaillant du Millennium Falcon. Cependant, il a également été entendu dans tous les films précédents d'Indiana Jones. L'histoire de Salah, après le retour par inadvertance en 212 avant Jésus-Christ, la rencontre d'Archimède lui-même, Helena assomme Indy après avoir dit qu'il voulait rester dans la Grèce antique. En se réveillant dans son appartement, il est révélé qu'Helena a invité Salah et Marion à insuffler une nouvelle vie à Indy, lui montrant qu'il a encore un avenir. Alors qu'ils sont dans les escaliers, on peut entendre Salah parler à ses petits-enfants et à Teddy de l'avion nazi qui a explosé lors de son aventure avec Indy et Marion, comme on le voit dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et on reste sur Salah, proposant d'emmener tout le monde manger une glace pour que Marion et Indy puissent parler, on peut entendre Salah chanter A British Star de Gilbert et Sullivan alors qu'ils descendent les escaliers. Cela reflète les chansons de Gilbert et Sullivan que Salah chante à plusieurs reprises dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ou ça ne fait pas mal. Se réconciliant avec Marion et renouvelant leur relation, Marion et Indy recréent leur plaisanterie classique lorsque Marion a embrassé les quelques endroits où Indiana ne souffrait pas. Cette fois, le film inverse la tendance, c'est Indy qui embrasse Marion, donnant au couple un espoir satisfaisant même après la tragédie avec leur fils. Et pour finir, il attrape son chapeau. Bien qu'il s'agisse du dernier chapitre de la franchise, le film se termine toujours avec Indy attrapant son chapeau. Cela implique qu'Indiana aura toujours le sens de l'aventure, même s'il n'est pas vu à l'écran. Et ça fait plaisir. Voilà, ça faisait quand même pas mal de choses. Toi, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du film dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.